Alors vas-y, balance-nous tes histoires de génie. Quoi, comme ça, sans intro? On les connaît tes intros, tu vas dire générique, ça va lancer l'émission. Plus vite tu fais ça, plus vite je sais où est la lampe. Ok, bah générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez les 1001 nuits? Pour continuer à parler de Dojin, on était obligé de faire un arrêt par le livre qui a popularisé ces créatures par chez nous. Alors, comprenez bien qu'on va pas parler de l'entièreté du bouquin, parce qu'il y a 1001 nuits, ça fait beaucoup. Et en plus, ça change entre les versions. Parce que, oui, l'œuvre elle a été traduite à de nombreuses reprises au fil des siècles. Pour vous donner une idée, la dernière traduction date seulement d'une trentaine d'années, par André Miquel et Jamel Eddine Bencheikh. Et toi, tu t'es basé sur quelle version? Sur la première, celle qu'Antoine Galland a écrite de 1704 à 1717. Une version qui n'est pas forcément la plus proche de l'original, parce que non seulement le bougre, il a sauté des passages, mais en plus, il en a rajouté. Si aujourd'hui, il serait assez courant de citer Simbad le marin, Ali Baba, et sans doute le plus connu, Aladdin, comme faisant partie du recueil, bah c'est à lui qu'on le doit. Sésame, ouvre-toi. Parce qu'à la base, ces contes, ils étaient orphelins, et le cas d'Ali Baba et d'Aladin est encore plus incroyable, puisqu'ils n'existaient pas. Tu veux dire que c'est lui qui les a créés? Non, c'est pas lui qui les a inventés, mais dans les manuscrits qu'il avait à sa disposition, il lui manquait quelques nuits. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène Anna Diab. Diab, c'est un chrétien syrien qui débarque à Paris avec Paul Lucas, un explorateur et cartographe français. On va pas s'attarder plus que ça sur lui. Allez-y, roulez! Et donc, on a d'un côté Galland à qui il manque quelques histoires pour arriver à ses 1001 nuits, parce que les 986 nuits c'était vachement moins vendeur, et de l'autre, un gars du pays qui doit bien avoir quelques histoires dans sa besace. Donc, Anna va lui raconter 16 histoires, et Antoine va en regarder seulement 12 pour compléter son bouquin, dont Ali Baba et Aladdin. Et le twist dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune trace de ces contes avant l'édition de Galland. Donc, pour autant qu'on le sache, c'est Diab qui les a inventés. Il y a même pas mal de similitudes entre le voyage de Diab jusqu'à Paris et l'histoire d'Aladin. Je serais même pas étonné d'ailleurs que ce personnage soit une référence à Anna Diab. Pour ce qui est des autres contes, parce que ce serait bien d'en parler, ben comme pour tous les contes de tradition orale, on sait pas qui les a imaginés à la base. En remontant le plus loin possible, on peut arriver au Xe siècle, avec les témoignages d'Al-Masudi et d'Ibn al-Nadim, qui mentionnent l'adaptation d'un ouvrage perse, Ezar Afsana, soit les 1000 contes. Ah, donc on en a gagné un en chemin. On en a plus vite perdu en chemin, parce que s'il y a 1001 nuits, pas mal de contes se passent sur plusieurs nuits. Ce qui fait qu'on a en réalité 280 histoires, regroupées dans plusieurs contes principaux, tels des histoires-ceptions. Un rêve emboîté dans un autre. Je suis épaté. Et au final, on aurait là un melting pot de contes persans, indiens, arabes et égyptiens, tirés du 3e au 13e siècle, et subissant des constantes évolutions jusqu'au 15e. Autant vous dire que c'est un beau bordel, donc on va parler ici que des contes qui parlent de génie, et exclusivement de ceux-là. On saura déjà pas tous les faire, et on gardera les autres sans doute pour une prochaine fois. Vu que tu vas pas t'attarder sur toutes les histoires, peut-être un peu de contexte de pourquoi les 1001 nuits? Ok, toute l'histoire commence quand le roi Shahryar quitte son palais en laissant son épouse Dina seule. Cette dernière en profite pour le tromper, ce qui est rarement une bonne idée. D'ailleurs, quand le roi l'apprend, il fait égorger sa femme ainsi que son amant, et décide que toutes les femmes sont pareilles, donc qu'il va falloir toutes les tuer. Ce type a un sérieux problème. Donc, il va épouser tous les jours une nouvelle femme pour la tuer le lendemain matin. Parce que, comme ça, au moins, il a la nuit de noces avec elle. Et je voulais te remercier, Dean, d'avoir respecté mes croyances religieuses. Je suis tout à fait prête maintenant. Merci, Seigneur. Ce qui me fait dire que ce personnage est fortement sympathique, dites donc. Donc, quand vient le tour de Sherazade, elle met au point un plan pour éviter sa mort et celle de ses semblables, en racontant une histoire, mais pas la fin. Ce qui fait que le sultan reste sur la sienne et la laisse vivre une nuit de plus. Et ce, pendant 1001 nuits. Pour notre première histoire, nous allons suivre celle d'un marchand qui est parti marchander, ça tombe bien, dans la ville voisine. Sur le chemin du retour, il se trouve fort incommodé par la chaleur et décide de s'arrêter à l'ombre d'un oasis. Il s'assied et commence à manger ces drôles de petits raisins. Ce sont des dates, Obélix. Oui, voilà, des dates. Et recrache les pépins un peu au hasard, quand soudain, un génie apparaît. Ça tombe bien, c'est le thème de la vidéo. Ce djinn, qu'on va appeler Billy, sort alors son sabre pour tuer le marchand.
Ok, c'est purement gratuit. Tout ça parce que le marchand aurait potentiellement tué son fils. D'un pépin de date. Alors, soit le fils est relativement vulnérable, soit le marchand a des lancers de pépins relativement énervés. Toujours est-il que le marchand demande à Billy une année de sursis, histoire qu'il puisse régler ses affaires et dire au revoir à sa famille. Ce que le djinn accepte. Dans un an, jour pour jour, le marchand reviendra à cette oasis. Alors, vu que ce qui se passe durant cette année c'est pas intéressant, on va faire une ellipse. Surtout, n'oubliez pas les lunettes pour vous protéger les yeux. Nous sommes donc un an plus tard, et le marchand revient à l'ombre de son arbre et attend le génie. À la place, un vieillard accompagné d'une chèvre va à sa rencontre. Il lui raconte son malheur, et le vieillard demande à être témoin de cet échange. S'ensuit un autre vieillard. Il y a que vous que ça fait fantasmer les vieux. Accompagné de 2 chiens. Et, rebelote, il s'assied avec le marchand pour voir le génie. Arrive alors un 3e vieux. Encore? Non mais c'est une marotte. Qui, lui, est accompagné de rien du tout, mais qui demande aussi à être témoin. Donc, ils attendent Billy, qui finit enfin par montrer le bout de son nez, sans porter un regard à la brochette de vieillard, et, le sabre à la main, va pour tuer le marchand. Vous vous pointez avec 3 quarts d'heure de retard, pas bonjour, pas merci. Le vieillard à la chèvre l'arrête dans son geste et lui propose un marché. Si son histoire est assez surprenante, il réduira sa peine d'un tiers. Le génie baisse son arme et accepte de l'écouter. Le vieillard commence alors son histoire, étant un sultan qui a épousé sa cousine. Votre cousine? Qui fut incapable de lui donner un enfant pendant 30 ans. Il a alors décidé d'avoir un fils avec une esclave, ce qui a rendu sa femme un peu jalouse. Donc, profitant d'une absence de son mari, elle a utilisé ses pouvoirs, oui parce qu'elle est aussi sorcière visiblement, pour changer l'esclave en vache et le fils en veau. Et elle nous refila tout ça au fermier du coin. Arrive donc la fête de Behram qui demande un sacrifice animal. Le sultan demande donc à son fermier de lui ramener sa plus belle vache, et donc bien entendu c'est sa maîtresse qui débarque. Alors, la vache se met à pleurer, le sultan refuse de la tuer, c'est le fermier qui la tue, mais finalement à l'intérieur il n'y a que des os, donc c'est pas un bon sacrifice. Qu'à cela ne tienne, notre sultan demande alors à ce qu'on lui rapporte un veau. Oui, son rejeton. Il refuse également de tuer l'animal, mais promet qu'il le fera l'année prochaine. Le soir venu, le fermier invita le sultan à venir dans sa ferme pour lui présenter sa fille. Cette dernière, s'y connaissant également en magie, avait compris que le veau était le fils du sultan, et la vache sa maîtresse. Ce qui fait qu'elle proposa au sultan de rendre son apparence à son fils à 2 conditions. La première étant d'épouser le fiston. Elle perd pas le nord, la gamine. Et la seconde, de punir la responsable. Le sultan accepte, à condition que sa femme ne soit pas tuée. Donc, comme punition, elle aura le même châtiment que son fils, et deviendra donc une chèvre. Celle qui accompagne le vieillard. Je veux pas savoir ce qu'il fait avec cette chèvre. Devant cette histoire, Billy accepte de baisser la peine du marchand d'un tiers. Rappelons que la peine en question, c'est la mort. Donc là, il ne doit plus mourir qu'à 2 tiers. Je vous laisse imaginer à quoi ça correspond. Vous vous en doutez, le second vieillard va faire le même marché avec le génie, et lui expliquer pourquoi il se balade avec 2 chiens. Notre vieillard est un ancien marchand qui, avec ses 2 frères, a reçu une somme d'argent de leur père, à savoir 1000 sequins. C'est la monnaie de l'époque. L'aîné des frères prit alors son pactole et partit à l'étranger, afin de vendre ses marchandises. Une année passa, et il revint sans le sou, dans un état que même son frère ne l'a pas reconnu. JD. Je te remercie. Donc, vu que le petit frère resté au bercail avait réussi un bénéfice de 1000 sequins, il les donna à son frangin, histoire qu'il puisse reprendre ses activités commerciales. Et ce ne fut que le cadet de ses soucis, parce que le cadet, justement, aura les mêmes soucis. Plusieurs a dit les caisses sont vides, et c'est pas une image, hein. On voit le fond. Le Benjamin, toujours bonne poire, donnera encore 1000 sequins à son frère pour qu'il puisse se refaire. Et là, les 2 frangins voyageurs ont une idée de génie. Demander à leur petit frère de faire du commerce à l'étranger. Parce que ça a vachement bien marché pour eux. Et ils vont insister. Pendant 5 ans. Avant qu'ils n'acceptent, et que les 2 frangins aient refait faillite entre-temps. Au bout d'un moment, faut qu'ils changent de métier. Donc, notre futur vieillard, qui a un compte en banque de 6000 sequins, va leur proposer le marché suivant. Il va donner à chacun 1000 sequins, et garder les 3000 autres pour au cas où ça se passe mal. Ou plutôt, quand ça se passera mal. Donc, ils partent tous les 3, et, pour lui, les affaires se passent bien. Et pour les 2 autres... On est raide. Mais ce n'est pas tout, car notre marchand va trouver l'amour.
qui traînait là dans un coin. En gros, il a croisé une pauvre, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le texte, par hasard, et il l'a épousée dans la foulée. Voilà, propre, net, sans bavure. Sur le chemin du retour, les deux frères commencent à jalouser le Benjamin. C'est lui qui a le pognon, c'est lui qui a la gonzesse, et donc ils font ce que toute personne jalouse ferait. À savoir les balancer, lui et sa femme, par-dessus bord, histoire de les noyer. Ah, mais il y a que des gens adorables dans ces contes. Mais, fort heureusement, la demoiselle était également une génie qui le sortit de sa noyade improvisée. Et elle veut se venger des deux frères en les tuant. Parce que la mort est visiblement la seule vengeance possible. Le frère refuse parce que quand même, ils ont juste essayé de le tuer après tout. Et donc, elle décide de l'échanger en chien pendant 10 ans. Avant de disparaître pour la même durée. Et donc nous voilà 10 ans plus tard avec notre vieillard et ses deux chiens en route pour retrouver sa bien-aimée. Et, comme c'est bien fait, le génie valide le marché et retire encore un tiers de la peine à notre marchand. Arrive donc le troisième vieillard qui propose le même marché aussi. Et je vais pas vous raconter son histoire. Parce qu'elle est trop compliquée? Non. Parce qu'elle prendrait trop de temps à être racontée? Non. Pourquoi alors? Parce que même Sherazade l'a oublié. Mais elle nous promet qu'elle est encore plus exceptionnelle que les deux autres. Donc, le marchand est sauvé et peut rentrer chez lui. Tout est bien, qui finit bien. Pour cette seconde histoire, on va suivre les aventures d'un pêcheur. Comme quoi les titres, ils sont bien faits quand même. Ce dernier va lancer ses filets dans la mer, histoire de ramener du poisson. Et la prise fut plus ou moins bonne. Parce qu'il ramena une carcasse d'âne. Pas de bol. Donc, il le fit une seconde fois et il ramena un panier plein de cailloux. Parce qu'il y a des gens qui jettent des paniers remplis de cailloux. Vous croyez que c'est malin de faire ça? La troisième fois, il ramena des ordures. Bon mais, est-ce qu'on est au moins sûr qu'il y a des poissons dans la flotte? Et enfin, la quatrième fois, et je vous assure que ce sera la dernière, un merveilleux vase fermé. Alors, certes, en tant que pêcheur, il est nul, et c'est pas avec sa carcasse d'âne et ses 3 canettes qu'il va pouvoir mettre quelque chose à bouffer dans son assiette. En revanche, en tant qu'antiquaire, il a ses chances. Parce qu'il reconnaît que le vase, il pourrait valoir son pesant de cacahuètes. Le vase est rempli de cacahuètes? Non mais, c'est une expression. Quand il arrive à ouvrir le vase, c'est justement un génie qu'on va appeler Blue, qui en sort et qui fait 2 fois la taille d'un géant. Et pour remercier son sauveur, il lui demande... Alors, tu veux mourir comment? Et c'est littéralement comme ça dans le texte. Vous le saviez que le JDG il citait les 1001 nuits à ce moment-là? Eh ben je suis sûr que lui non plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces djinns à vouloir tuer tout le monde? Non mais, il a une bonne raison de le faire. J'attends. Alors, en fait, il fait partie des rares génies à ne pas avoir voulu reconnaître Salomon comme étant le prophète de Dieu. Et donc, en représailles, on l'a enfermé dans le vase et jeté à la mer. Donc, notre génie a eu tout le temps de ruminer. Le 1er siècle, il voulait rendre riche son libérateur. Ah bah là, il y a le beau geste, pardon. Mais personne ne l'a libéré. Donc, le 2e siècle, il a promis de lui offrir tous les trésors de la terre. Et personne n'a approché du vase. Le 3e siècle, il prit la résolution de faire de son sauveur un roi et de lui offrir 3 vœux par jour. Et toujours personne. Et toujours personne. Donc résigné, le 4e siècle, il jura de tuer quiconque le libérera. Morale de l'histoire, menacez de tuer les gens et ils vous aideront. Alors, je comprends l'histoire, mais pas sûr que ce soit une bonne raison. Toujours est-il que le pêcheur essaya de faire entendre raison à Blue, comme quoi c'est pas comme ça qu'on dit merci, mais le génie géant restait sur ses positions. Le pêcheur accepta son sort à une seule condition, que Blue réponde à une de ses questions. Seulement moi, je comptais pas forcément vous demander votre avis, en fait. Prouver qu'il était bel et bien dans le vase, parce que notre génie, il est un peu grand pour rentrer dedans. Et pour lui prouver que c'était bien vrai, Blue rentra dans le vase et le pêcheur le referma. À ce moment, le génie supplie le pêcheur de le libérer, ce que bien évidemment le pêcheur refuse. Arnaque-moi une fois, honte à toi. Arnaque-moi 2 fois, mais le génie va quand même lui passer un marché, à savoir le mettre à l'abri du besoin s'il venait à le libérer. Notre pêcheur, qui a décidément une journée de merde d'un point de vue numismatique, se dit pourquoi pas et libère Blue, qui veut le tuer. Non, je déconne, il est honnête et il amène notre pêcheur à un lac entouré de 4 montagnes. Dans ce lac se trouvent plein de poissons de 4 couleurs différentes. Rouge, jaune, bleu et blanc. Le génie l'autorise à pêcher dans le lac, à condition de ne le faire qu'une seule fois par jour. Après quoi, Blue tape du pied sur le sol et s'engouffre dans la terre. Le pêcheur lance alors ses filets et rapporte un poisson de chaque couleur, qu'il va vendre à son sultan pour 400 pièces d'or. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, mais le génie n'intervient plus. Et j'en suis déjà à 6 pages de script, avec encore pas mal d'histoires à raconter. Donc on va en rester là pour aujourd'hui.
Pour vous résumer, le lac est en réalité un village victime d'une malédiction. Le sultan va piéger la sorcière pour qu'elle sauve le village, et le prince de ce dernier, qui est mi-homme, mi-marbre, avant de la tuer. Le village est sauvé, le sultan adopte le prince et le ramène dans son royaume. Et le pêcheur est récompensé de tellement d'or qu'il n'aura plus besoin de pêcher pour le restant de ses jours. Le troisième conte va nous raconter l'histoire de Zobéide, qui, avec ses deux sœurs, a reçu 1000 sequins en héritage. L'aînée va alors se marier et décide de partir en Afrique avec son époux. Malheureusement, ce dernier dilapidera la fortune et la reniera une fois qu'elle ne vaudra plus grand chose niveau pognon. On en est à combien de personnages adorables dans ces histoires? Du coup, elle revient voir Zobéide et cette dernière la prend sous son toit, le temps qu'elle puisse retomber sur ses pattes. Sauf que la cadette allait suivre le même chemin. Le mari, le départ pour l'Afrique et revenir sans sou en poche. Alors, je vais peut-être me tromper, mais c'est pas exactement le même conte que celui du vieux? De quoi? Bah jusque-là, ça ressemble beaucoup à l'histoire du vieillard et de ses clébards de la première partie. Attends, je vérifie. Alors, les trois sœurs font un voyage. Par contre, c'est volontaire d'avoir repris des passages de vos vœux de l'année passée? Zobéide trouve un époux. Ah oui, c'est même pas des passages. C'est plus ou moins ça, au mot près. Les deux sœurs sont jalouses et flanquent tout ça à la flotte. Mais par exemple, qu'est-ce que c'est qui change? Un génie change les deux sœurs en chiens. Oui, c'est les mêmes. Voilà. Voilà, c'est ça. On est bien devant une version remake féminin du conte, avec quand même quelques différences. Ainsi, pour ce qui est de trouver l'amour, exit la mendiante sur la plage. Ici, c'est lors du voyage des trois sœurs que le bateau s'arrête sur une île, et Zobéide en profite pour aller visiter le port où tous les habitants sont pétrifiés. De la jetée jusqu'au palais, où il reste un seul habitant, le prince des lieux. Alors, si la cité est dans cet état, c'est parce qu'il vénérait Nardoum, ce qui plaisait moyen à l'être divin suprême. Parce que Nardoum, c'était un faux dieu. Selon ses dires, évidemment. Donc, en châtiment divin, il transforma tout le monde en cailloux. Mais, tu viens pas de dire que le prince avait été épargné? Oui, parce qu'il a eu une doudou musulmane. Et donc, il n'a pas eu de mal à reconnaître que l'autre, c'était un dieu de contrefaçon. Après ça, on peut aussi reconnaître qu'ici, le prince, il finira noyé. Pas de bol. Et Zobéide, elle se retrouvera sur une plage où elle sauvera une génie, qu'on va appeler Grey, et qui, pour la remercier, va changer ses sœurs en chiennes. Avec la petite touche personnelle qu'elles devront recevoir 100 coups de fouet par jour. C'est un remake, mais quand même plus perché. Bon, on va faire une dernière histoire, parce qu'on en est quand même déjà à 17 minutes 37 de vidéo, et elle concerne encore Zobéide. Donc, par la suite, notre marchande et ses deux chiennes, elles vont rencontrer 3 calenders, qui vont chacun raconter leur histoire. Mais on va s'intéresser qu'à la troisième, parce que les deux autres, il n'y a pas de génie dedans. Avant d'aller plus loin, c'est quoi un calendar? Alors, on va la faire simple, c'est un ordre religieux fondé par Calenderi. Et j'en sais pas plus parce que Google semble ne pas connaître ni ce terme, ni cette personne. Il faut savoir dans un premier temps que notre religieux est à la base fils de roi, et très tôt reconnu comme ayant des facultés supérieures à la moyenne. Donc, on le gave de connaissances et très vite sa réputation le précède partout où il va. Jusqu'au jour où le sultan des Indes a vendu du jeune homme et veut le rencontrer. Donc notre prince et son escorte s'en vont pour l'Inde et en route ils sont arrêtés par des dizaines de voleurs. Ouais, c'est-à-dire que notre informateur nous avait annoncé votre passage pour le milieu de la journée, alors on a été un peu pris de court. Les 40 voleurs d'Alibaba? Non, les 50 voleurs de Donne-moi ton pognon ou je t'ouvre de là à là. C'est une bande rivale. Les gardes protègent alors le prince qui, courageusement, s'enfuit à dos de cheval. Ah ça, on en a fait un lettré. Pas un champion de karaté. Donc, il s'enfuit jusqu'à ce que sa monture meure en chemin, blessé durant l'affrontement. Allez, hop, séquence émotion. Come on! Push, Arthur! Arthur! Notre bon prince va faire une traversée du désert pendant 1 mois avant de tomber sur une ville. À ce stade, il a les vêtements en lambeaux, la tête et les mains brûlées par le soleil, et il a dû abandonner ses chaussures qui ont été usées. Il se renseigne auprès des habitants pour savoir où il se trouve, et c'est un tailleur qui lui répond. Et il se trouve dans la ville d'un ennemi de son père. Ah oui, le sort s'acharne. Donc, le tailleur lui offre le gîte et le couvert, en demandant au prince ce qu'il pouvait faire, histoire de payer son loyer. Notre prince étant un érudit, capable d'écrire des poèmes de sa plus belle plume, eh ben il va vite apprendre que c'est totalement inutile dans sa situation. Du coup, à la place, il va devenir bûcheron. C'est une reconversion professionnelle comme une autre. Les jours passent alors et...
Comptez bien qu'à ce stade, on en est à plus d'1 an que le type est tombé dans une ville après que son convoi se soit fait attaquer et que son père n'a pas levé le petit doigt pour le retrouver. Bref, après 1 an, alors qu'il arrachait une souche d'arbre, il tombe sur une trappe. En l'empruntant, il arrive dans un palais souterrain où une princesse vient à sa rencontre. Cette princesse est la fille d'Epitimarus, le roi de l'île d'Ébène, qui a été enlevé il y a 25 ans par un génie qu'on va appeler... Lévis? Ok, Lévis, je prends. Qui vient une fois tous les 10 jours pour passer une nuit avec la princesse. Pourquoi une fois sur 10, me demanderiez-vous? Parce que les 9 autres jours, il est avec sa femme. Parce qu'il est marié en plus. Donc, le prince reste avec la princesse pour la nuit et, au petit matin, après avoir vidé une bouteille d'un délicieux vin, il décide de libérer la princesse, en confrontant Lévis. Je sens qu'il va faire une connerie. Pour rentrer en contact avec le génie, la princesse pouvait toucher un talisman qui le ferait venir instantanément. Eh ben, le prince, il va donner un bon gros coup de pied dedans. Y a pas d'équivoque. Vous êtes franchement un bourrin dans toutes circonstances. À ce moment, le temple se mit à trembler et notre prince prouva qu'il n'était pas téméraire. À ce niveau-là, qu'il n'était même pas courageux. Parce qu'il a fait une Jean Rochefort façon éléphant et s'est barré avec ses clics et ses claques. Bon, il a hésité à venir rechercher la princesse. Une hésitation qui a duré environ... 1 seconde. De son côté, Lévis est apparu et la princesse s'est excusée, prétextant qu'elle avait bu et qu'elle s'était trébuchée, provoquant ainsi la chute du talisman. L'alibi semble valide. Et il l'aurait été, si la première question du génie en retour n'avait pas été « À qui sait quelles sont les babouches ?» Parce que l'autre demeurait, quand il s'est barré la queue entre les jambes, eh ben il a oublié ses godasses. Mais on va laisser la princesse de côté pour le moment, et on va justement s'intéresser au prince, qui est retourné comme si de rien n'était chez le tailleur. Je crois qu'il n'a pas bien compris le principe de héros. I play the leading man. Who else? Eh ben il va recevoir de la visite. À savoir Lévis qui va venir le chercher et le ramener directement dans son palais, où il retrouve la princesse qui baigne dans son sang après un passage à tabac. Parce que les gens qui ont écrit ces contes savaient écrire des personnages adorables. Donc, le génie demande à l'un et à l'autre s'ils se connaissent, et vu qu'ils mentent tous les deux, il demande alors au prince de couper la tête de la princesse. Le prince saisit alors le sabre, et... Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Wow, tu vas pas arrêter la vidéo sur ce cliffhanger. Ben, Scheherazade finit bien sa nuit de la même façon. Mais on n'est pas la nuit, là. Ok, d'accord. Évidemment, il va pas la tuer, parce que de toute façon, elle va rendre l'âme peu de temps après. Lévis, par contre, il va punir le prince en l'envoyant au sommet d'une montagne sous la forme d'un singe. Alors, à partir de là, péripéties... Et le sage va se retrouver sur un bateau comme animal de compagnie du capitaine. Merci du fond du cœur, Jack. Et de là, le bateau débarque à un port et, par un concours de circonstances et d'écriture, rappelez-vous que le macaque est un poète, il se retrouve à la cour d'un sultan. Et, comme dans notre première histoire, la fille du sultan connaît également la magie. Elle va donc pouvoir lui rendre son apparence d'humain, mais en devant affronter le génie. Et alors là, vous êtes pas prêts pour le combat. Il va nous falloir une musique un peu entraînante. Ok, ça va sans doute nous coûter la monétisation, mais tant pis. Donc le génie apparaît sous la forme d'un lion, la princesse fait apparaître un glaive et tranche le félin, qui se transforme en scorpion. La princesse devient un serpent, puis un aigle. Le scorpion devient aussi un aigle, mais, fan de Barbara, il est de couleur noire. Les deux piafs disparaissent dans le ciel avant que la terre ne s'ouvre pour laisser sortir un chat et un loup. Le chat devient un ver qui se planque dans une grenade, le fruit, pas l'arbre, qui grossit et roule en direction de la cour. À ce stade, je suis sûr que le scénariste est mort d'une crise cardiaque et que c'est un enfant de 5 ans qui a pris le relais. Le loup, lui, devient un coq et bouffe la grenade. Mais il oublie un pépin. Le pépin tombe dans l'eau et devient un poisson. Le coq se transforme en brochet et après 2 heures à se courir après dans l'eau, donc se nager après, ils reprennent enfin leur forme originale. Ça valait bien le coup de jouer la carte de la transformation. Donc le combat se termine par un échange de boules de feu, le prince se chope une étincelle dans l'œil qu'il remborgue, le génie finit en cendres et la princesse meurt à la fin du combat, après avoir rendu son apparence au prince. Notons que notre héros en est déjà à 2 princesses tuées par sa faute. Donc le sultan va gentiment demander au prince de se barrer parce que, visiblement, il porte un peu la poisse. Et notre prince chope des habits de Calendar et rencontre Zobéide. Et voilà ce qui termine notre petit tour des histoires de génie dans les 1001 nuits. Que je récapitule bien, on a un premier génie qui veut tuer quelqu'un parce que son fils a reçu un pépin dans l'œil. Un deuxième génie qui change les gens en chiens. Un troisième qui veut juste tuer les gens. Un quatrième qui a autant d'imagination que le deuxième. Et maintenant le cinquième qui s'amuse à kidnapper et séquestrer des gens. Et tu veux en venir où? Y a un génie sympa dans le tas ou bien?
Pas des masses, non. À la limite, si on part dans un autre univers. Mais ce sera pour la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à la prochaine. C'était le Grim Squeaker pour vous servir.